titre, ce qui serait complètement fastidieux, essayer de tracer quelques orientations, et puis, si c'est possible, vous donner le goût de lire un certain nombre de livres fondamentaux si vous l'avez déjà fait. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que le monde littéraire latino-américain a été beaucoup chahuté au cours de ces dernières années. Il n'est pas sorti indemne de toute cette instabilité politique qu'ont connu les différents pays latino-américains. Beaucoup d'écrivains qui en même temps étaient journalistes pour gagner leur vie ont été persécutés. Il y a une diaspora extraordinaire des écrivains latino-américains. À partir des années 70, beaucoup sont réfugiés en Espagne, au Mexique, en Suède, en Allemagne, en France, etc. Il y a eu d'ailleurs toute une série de phénomènes extrêmement intéressants. C'est qu'on a vu des revues latino-américaines en espagnol paraître en Suède ou en France, des livres en espagnol être publiés en France ou ailleurs. Donc il y a eu une espèce de culture de l'exil latino-américaine qui s'est mise en place à partir de ces années. Et puis un certain nombre d'écrivains ont disparu. Je pense à des écrivains argentins comme Arnoldo Conti par exemple, et surtout je pense à Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh qui était un des grands éditeurs, un des grands journaliste, pardon, un des grands journalistes argentins, et c'était quelqu'un qui occupait dans le monde du journal en Argentine une place absolument prépondérante, et surtout du point de vue littéraire, il a été le premier à inaugurer un genre qui va avoir un succès phénoménal par la suite, qui va être relayé aux États-Unis par des gens comme Truman Capote, comme Norman Mailer, comme Tom Wolfe, etc. C'est ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, la fiction journalistique. Walsh a inauguré ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle aux États-Unis non-fiction novel, c'est-à-dire des romans qui sont basés sur des faits historiques ou politiques réels. Et je suis frappé de voir qu'il y a quelques semaines, on a publié en France le livre fondamental de Walsh qui s'appelle Opération Massacre, qui est un livre de 1957, vous voyez, qu'on vient de publier il y a quelques jours, et qui est un livre consacré à une répression contre des péronistes qui ont été amenés dans une décharge et fusillés par paquets. Et donc il reprend c'est un livre qui a été donc élaboré en 56, publié en 57, lui-même est disparu en 1977, et donc il reprend toute cette enquête, et à partir de là, il va y avoir toute une veine, si vous voulez, de ce journalisme littéraire qui va se développer en Amérique latine. Un des livres phares étant celui qui s'appelle La Fête au Bouc, un des grands romans de Mario Vargas Llosa dont on parlait tout à l'heure, qui est consacré à Trujillo et à la montée et à la chute de Leonidas de Trujillo, le dictateur dominicain. Donc voilà, alors donc des livres qui sont souvent des succès mondiaux. Alors je ne parlerai pas de Paulo Coelho parce que pour ma part j'ai du mal à le mettre dans la littérature, mais il y a par exemple, tout le monde sait que Gabriel García Márquez est quand même quelqu'un qui est publié, traduit et dont les livres sont vendus aujourd'hui à plusieurs millions d'exemplaires. Donc vous voyez, à la fois quelque chose de très créatif et en même temps une littérature qui a parfois du mal à vivre et à survivre. Autre phénomène extrêmement perturbant, c'est le phénomène cubain dont il faut parler ici aussi. Bon, il est évident que ces écrivains, les écrivains des années 60 ont tous adhéré, pratiquement tous adhéré avec enthousiasme à la révolution cubaine. Et puis peu à peu, les rapports se sont devenus beaucoup plus complexes jusqu'en 1971. En 1971, un poète cubain qui s'appelle Alberto Padilla publie un livre qui reçoit un prix à Cuba. Quelques jours après, Verde Olivo, qui est le journal de l'armée cubaine, publie un article absolument féroce disant que c'est un livre contre-révolutionnaire. Alberto Padilla est jugé et il doit faire une sorte de confession publique comme on en faisait du temps de la Russie stalinienne devant tout le monde en disant qu'il avait trahi et en disant qu'autour de lui un tel avait trahi, etc. Enfin, une opération absolument lamentable. Et ça va avoir des répercussions très très importantes au niveau je dirais
de la répartition des auteurs, la répartition idéologique des auteurs à l'intérieur de l'Amérique latine. Des gens comme García Márquez ou Julio Cortázar, qu'on citait ce matin, l'écrivain argentin, vont rester fidèles, si j'ose dire, à la révolution castriste. Bon, vous savez que García Márquez sert un peu de caution culturelle au régime castriste actuel. D'autres vont couper carrément les liens avec Cuba. Je pense à Octavio Paz, lui aussi prix Nobel, le grand poète et essayiste mexicain que vous connaissez, et puis Vargas Llosa aussi, qui va complètement rompre les liens. Et quant à Fuentes, va rester dans un attentisme relativement prudent. Donc il va y avoir là une véritable scission qui va se produire et qui aujourd'hui d'ailleurs se réapparaît à l'intérieur de la littérature latino-américaine actuelle, avec des choses qui auraient été complètement incompréhensibles ou complètement inédites il y a seulement une vingtaine d'années. À savoir qu'il y a aujourd'hui, je pense à Jorge Volpi par exemple, l'écrivain mexicain, je pense à Roberto Bolaño, dont je reparlerai tout à l'heure, le grand écrivain chilien, se permettent aujourd'hui quelque chose qui n'aurait pas pu apparaître dans la littérature il y a seulement une vingtaine d'années, à savoir des parodies. Il y a par exemple dans un des derniers romans de Volpi, il y a une psychanalyse de Fidel Castro par un psychiatre mexicain qui, je vous conseille de le lire parce que c'est vraiment quelque chose, c'est un morceau d'anthologie, on rit du début à la fin, c'est vraiment une parodie extraordinaire. Et il y a chez Bolaño par exemple aussi, dans un très très beau roman, un gros roman qui s'appelle Les Détectives Sauvages, il y a une parodie de Ronis du prix Casa de las Américas, dont on sait qu'il est plus ou moins préparé à l'avance, et qui, là aussi, est extrêmement drôle. Donc, vous voyez, une littérature, encore une fois, qui a souvent du mal à vivre, mais qui, contre vents et marées, produit et traduite. En France, on traduit beaucoup de littérature latino-américaine. Alors, la diversité, la vivacité actuelle, elle s'explique en partie par une sorte d'explosion qui s'est produite, je parle d'explosion, vous allez voir pourquoi, qui s'est produite dans les années entre 1960, si vous voulez, et 1980, ce qu'on a qualifié de façon, à mon avis, pas très heureuse, de boom de la littérature latino-américaine. Alors ce boom de la littérature latino-américaine, si vous voulez, il se situe à la conjonction de trois facteurs. Le premier, c'est l'apparition dans ces années-là d'une pléiade de jeunes écrivains latino-américains, García Márquez, Fuentes, Vargas Llosa, et puis d'un peu plus anciens comme Julio Cortázar, qui sont des gens qui vont publier à cette époque-là et qui sont des gens qui arrivent à la création littéraire avec une préparation extraordinaire. C'est ça que je veux dire, je veux souligner. Ce sont des gens qui ont beaucoup lu, qui ont beaucoup vu de films, qui ont beaucoup vu de théâtre. Ce sont des gens qui sont très informés, qui ont lu autre chose que de la littérature latino-américaine, qui sont très informés des nouveaux mouvements en matière de linguistique, en matière d'études littéraires, etc. Ce sont des gens qui réfléchissent à la profession, qui réfléchissent à la vocation d'écrivain et qui en même temps conçoivent cette vocation comme une véritable activité professionnelle. Ce sont des gens qui se consacrent complètement à leur œuvre et qui ne font que ça, en dehors évidemment de quelques articles journalistiques. Donc c'est des gens qui arrivent avec une culture qui va leur permettre d'ailleurs d'échapper à ce qui apparaissait un peu comme un carcan de la littérature latino-américaine, à savoir qu'on ne pouvait, disaient certains, n'écrire sur le Mexique que si on était mexicain, écrire sur l'Argentine que si on était argentin. Ces gens-là sortent des frontières, écrivent sur les relations entre l'Amérique latine et l'Europe, écrivent sur les relations entre l'Amérique latine et les États-Unis. Donc c'est des gens qui sortent des frontières du national et qui tentent d'échapper à ce que Carlos Fuentes appelle ce nationalisme culturel mexicain qui a tellement fait de mal finalement à la culture mexicaine à un moment donné.